Madame, Monsieur, bonsoir. Laurent Jalabert dormira le maillot jaune du Tour de France sur les épaules. Victoire de l'Italien Cipollini dans la deuxième étape à Vitré en Ille-et-Vilaine. À Wimbledon, qualification de Cédric Pioline. Pour les quarts de finale, il affrontera Boris Becker. Dans ce journal et la politique, Alain Juppé rassemble la majorité. Il a déjeuné avec le baladurien Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Les premiers jours du contrat Initiative Emploi. Nous verrons dans une agence de l'ANPE l'intérêt que lui portent les chefs d'entreprise. Les premières indications sur le calendrier des vacances scolaires pour les 4 prochaines années avec des surprises. Et puis 1500 petits vénards pour entendre les Rolling Stones dans l'ambiance feutrée de l'Olympia à Paris ce soir. Enfin, deux invités dans notre édition, Marie-France Pizier et Brigitte Fossé. Bonsoir. Bonsoir. Ludivine et Dominique dans Les gens de Mogador, feuilleton culte des années 70 que France 2 vous propose de revivre à partir de ce soir donc et pour 6 semaines tous les lundis. Le Tour de France démarre donc on ne peut mieux pour les Français et notamment pour Laurent Jalabert. Dès la deuxième étape, jugée à Vitré en Ille-et-Vilaine, il endosse le maillot jaune, une étape menée à un train très rapide et remportée par l'Italien Cipollini. Thierry Clopo. 3 juillet 1994, le visage de Laurent Jalabert était en sang. Aujourd'hui, c'est le soleil du maillot jaune qui l'envahit. La douleur, les joies, les peines, c'est toute l'histoire du Tour de France. Sale temps, justement pour l'équipe Gann. Il y a 2 jours, c'était la chute de l'anglais Borman sur le prologue. Cet après-midi, au kilomètre 80, c'était l'abandon du champion de France et du seigneur, terrassé par une tendinite. Jackie Durand, lui, n'était pas non plus dans un grand jour. Entre les crampes, les crevaisons multiples, le Mayennais n'a pas été à la fête. Les sprints de bonification n'étant pas son truc, Laurent Jalabert est ici beaucoup plus à l'aise. Durand a perdu 22 secondes à l'arrivée sur le nouveau maillot jaune, mais il reste philosophe. Quand on a gagné le prologue et qu'on a passé 2 jours à travers toute la Bretagne en jaune, je crois qu'on ne peut pas être déçu. Il y a un homme aujourd'hui pour qui tout a tourné rond. C'est bien évidemment Laurent Jalabert et son équipe ONCE. Une équipe du tonnerre qui a permis à son leader de récupérer 9 secondes dans les 3 sprints de bonification. Et c'est là que tout s'est joué. Jalabert, un habitué du maillot vert, s'habille ce soir de jaune. C'est génial. Je crois que bon, c'est une ligne supplémentaire au palmarès, mais c'est surtout un symbole. Pour moi, c'est beaucoup d'émotions que d'avoir un maillot jaune sur le Tour de France. C'est être en tête du Tour, ne serait-ce qu'une journée, c'est formidable. Et je suis fier de pouvoir l'être aujourd'hui. Laurent Jalabert a disputé le sprint final, mais il n'a terminé que 7e. Le vainqueur, c'est le bel Italien Mario Cipollini, roi du sprint. Au classement général du jamais vu depuis bien longtemps, 5 Français aux 5 premières places. Demain, le contre-la-montre par équipe, Mayenne, Alençon. Jean-René Godard est avec nous en direct de Vitré. Bonsoir Jean-René. Ce maillot jaune est d'autant plus formidable pour Laurent Jalabert que l'année dernière, à la même époque, le Tour était déjà terminé pour lui et tragiquement. Ah oui, il y a un an, jour pour jour, Laurent Jalabert gisait sur le macadam d'Armentières avec 14 dents cassées, 3 fractures des mâchoires. Il s'est dans un premier temps demandé s'il réussirait à manger normalement. Il avait si peur de son visage qu'il a demandé à son épouse de ne pas amener à l'hôpital sa petite fille Pauline qui avait 2 ans car il craignait de lui faire peur. Et puis, progressivement, Laurent Jalabert, qui est une véritable nature, a récupéré. D'abord, il a retrouvé un visage humain. Ensuite, il a remarché. Ensuite, il est remonté sur le vélo. Et il est redevenu depuis le début de l'année un champion formidable puisqu'il nous a offert le plus beau printemps de l'histoire du cyclisme français. Alors Jean-René, nous n'en sommes qu'au début de ce Tour de France. Quelles sont les chances réelles de victoire finale de Laurent Jalabert? On sait qu'il n'est pas forcément très à l'aise dans la montagne. En très haute montagne, point d'interrogation. En moyenne montagne et en montagne, disons, entre 1800 et 2200 mètres, je pense qu'il peut s'en sortir. Au début de ce Tour de France, Laurent Jalabert voulait gagner 1 ou 2 étapes et porter le maillot vert le 23 juillet à Paris. Le voilà ce soir avec le maillot jaune, avec une équipe formidable autour de lui, la formation ONCE. Et comme Jalabert veut être présent dans tous les classements, notamment le classement du maillot vert, cela va bien sûr l'obliger à courir devant toujours. Et quand on court devant, on se retrouve bien placé. Donc on peut dire ce soir que Laurent Jalabert n'est pas encore un vainqueur possible du Tour de France, mais il a pris date pour être peut-être au moins parmi les 5 premiers, ce qui serait déjà formidable. Merci beaucoup Jean-René et nous suivrons bien évidemment demain la 3e étape, un contre-la-montre par équipe. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule en tennis à Wimbledon. Victoire de Cédric Pioline contre le Tchèque Petr Korda. Pioline qui affrontera en quart de finale l'Allemand Boris Becker, tête de série numéro 3 et vainqueur cet après-midi du Belge Norman.
Aujourd'hui comme hier, de très gros orages sur plusieurs départements français et au cœur de cette tornade de l'été, le sud-ouest, pluie torrentielle, grêlon et des dégâts très importants. Valérie Gagé. J'ai 87 ans, je n'ai jamais vu ça. Ça, ce sont des grêlons gros comme des œufs de caille, amassés sur 20 cm d'épaisseur. Hier soir, le petit village de Lautignac a vu le ciel lui tomber sur la tête. 300 hectares de culture ont été entièrement dévastés. Pour ma part, ça représente 56 hectares de maïs, 13 hectares d'orge, 8 hectares de pois et 10 hectares de tournesol. Je crois qu'on peut dire que tout est détruit à 100%. Ici, les récoltes céréalières servent surtout à nourrir le bétail. L'orage n'a épargné ni les toitures, ni les gouttières. Les agriculteurs, dont certains s'avouent mal assurés, ont lancé un appel au pouvoir public pour qu'un arrêté de catastrophe naturelle soit pris. Il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus grand-chose. Dans le département voisin du Lot-et-Garonne, c'est le vignoble de Tézac qui a souffert. 75% des 50 hectares de ce petit terroir ont été endommagés. On a vu arriver comme une sorte de rideau. Et ce rideau, c'était de la grêle, ça a duré 3-4 minutes par là, mais enfin c'était violent quand même. Le même orage a traversé le Gers, faisant des dégâts très importants. Ce soir, la Fédération des agriculteurs demande à la préfecture de déclarer le département sinistré. À Toul, en Meurthe-et-Moselle, c'est une maison qui a été entièrement soufflée par une explosion due au gaz. Les pompiers sont intervenus très rapidement, mais le propriétaire n'a malheureusement pu être secouru à temps. Christine Boss et Sylvain Gauthier. Un aboiement, un moment d'espoir. Le chien vient de localiser une deuxième personne sous les décombres, mais les sauveteurs ne dégageront qu'un corps après avoir sauvé 1 heure plus tôt une femme d'une 60aine d'années, indemne, véritable miraculée. Car la maison occupée par ce couple de retraités s'est effondrée comme un château de cartes, apparemment soufflé par une explosion due au gaz. J'étais par la fête, je regardais sur ma femme revenait du travail, puis d'un seul coup j'ai vu l'explosion. Devant moi, j'ai vu de la fumée, puis la poussière, et j'ai tombé à la renverse. Moi, je pense que c'est une fuite de gaz. Ça a tellement fait un bruit, ça a fait éclater les vitres, tout. Derrière, en face de chez moi, pareil. Mais autrement, c'est tout. Puis les gens sont encore tous retournés, quoi. Mais aucune odeur suspecte de gaz n'avait été décelée dans ce vieux quartier de Toul, ce qui fait dire aux enquêteurs que la cause de l'explosion semble interne à la maison. Mais cela, c'est l'enquête judiciaire qui devra le déterminer. Retour dans le sud-ouest et notamment dans le département du Gers pour évoquer la pollution dont ont été victimes plusieurs centaines d'habitants de la région de Marciac. Rien à voir avec les orages, mais après l'incendie d'une décharge d'ordures samedi, l'intervention des pompiers a entraîné la pollution de 2 stations de pompage. Plus d'eau potable depuis 48 heures dans une région d'élevage. Christophe Larocca et Olivier Combe. Toute la journée, les camions-citernes encadrés par les pompiers ont ravitaillé en eau potable villages et particuliers. 900 personnes sont privées d'eau depuis hier, alors que 3000 étaient menacées par les coupures. Ici, les pompiers portent secours à un élevage de volailles, 4300 poulets au régime sec depuis 24 heures, qui donnait d'inquiétants signes de faiblesse. Ça, vraiment, je me faisais mauvais soirée, parce que là, c'est sûr. Hein. Parce que j'ai appelé quand même ce matin. Vers 10 heures, j'ai fait rappeler le maire et tout pour avoir de l'eau, quoi. Ouais. Parce que là, je sais pas comment j'allais me débrouiller. Là, c'est plus de 1000 litres. Ouais. Un peu plus loin, c'est un hameau privé d'eau depuis près de 20 heures que les pompiers ont alimenté. Si tout le monde s'organise un peu, je pense qu'on tiendra un peu. La cause de la pénurie, cette décharge d'ordures ménagères à Rabastens de Bigorre. Mal entretenue, elle est fréquemment la proie aux incendies. Cette fois, l'eau utilisée par les pompiers pour réduire le sinistre a ruisselé jusqu'à la Rosse, une rivière qui alimente toute la région en eau potable. Cet après-midi, la sous-préfecture de Mirande interdisait toujours l'irrigation dans le secteur pour ménager les réserves, mais la cellule de crise a été levée. La situation devrait redevenir normale dès les prochaines heures. Il est probable que lorsque nous allons chlorer l'eau, il peut y avoir un certain goût désagréable pour ceux qui vont goûter cette eau, mais par contre l'eau sera naturellement très vite revenue à un goût normal. En poursuivant son cours, la pollution va maintenant se diluer sans menacer les réseaux d'approvisionnement en aval. Les vacances d'été sont à peine commencées que déjà l'on évoque le calendrier des 3 prochaines années. Il sera discuté la semaine prochaine. Principale innovation,
Les vacances des écoliers et des collégiens ne seraient plus les mêmes que celles des lycéens qui partiraient 12 jours plus tard. Indiscrétion avec Michael Daron. Comment redonner vie à ce fameux troisième trimestre qui, dès le mois de juin, oblige les lycées à fermer pour cause de bac? Réponse du ministère de l'Éducation nationale, repousser les épreuves du baccalauréat et fixer de nouvelles dates de vacances. Autour du 10 juillet pour les lycéens, écoliers et collégiens, eux, partiront fin juin. C'est un projet qui va permettre sans doute de décaler un petit peu le troisième trimestre vers le mois de juillet pour faire passer les examens et en même temps de ne pas limiter le temps de vacances d'été en faisant rentrer les lycéens et les enseignants un peu plus tard, au mois de septembre. Un projet de calendrier scolaire qui pourrait ne pas échapper à la tradition, opposer des intérêts différents. Pour certaines fédérations de parents d'élèves, ce système compliquerait peut-être la vie de famille. Un élève en lycée qui finira les cours 15 juillet, un élève en collège qui finira les cours fin juin, je ne vois pas bien comment, concrètement, pratiquement, les familles, les parents, et d'une manière beaucoup plus générale, les vacances en famille pourront se dérouler d'une manière sereine. On ne peut pas s'attaquer à la racine du mal qui est l'organisation du baccalauréat. Si on continue à ne pas vouloir simplifier l'organisation du baccalauréat, on n'arrivera pas à résoudre véritablement le problème du troisième trimestre. Casse-tête des ministères de l'Éducation, les calendriers scolaires se doivent de contenter tout le monde, familles, enseignants, secteur du tourisme. Ce projet pour les 3 ans à venir sera discuté le 10 juillet au Conseil supérieur de l'éducation. La période des vacances semble donc le moment le plus propice pour un débat sur le calendrier scolaire. Et avant de partir en vacances, les heureux et récents bacheliers entamaient aujourd'hui l'inscription en faculté. Grâce à l'informatique, pas de problème majeur pour l'instant, mais les problèmes viendront de toute façon, sans doute dès la semaine prochaine. Il y a en effet beaucoup plus de demandes que d'offres. À Nanterre, en région parisienne, l'université compte déjà 35 000 étudiants. Elle avait été construite pour en accueillir 2 fois moins. Reportage de France Arvois et Jean-Louis Bousser. Ils ont eu les résultats du bac samedi et dès ce matin, ils étaient là, amphithéâtre, E3, Université de Nanterre. Ces tout nouveaux bacheliers rapides sont encore rares dans les couloirs car Ravel, cette année, a bien fait les choses. 36-15, Ravel Info, chaque candidat au bac a tapoté ses lettres sur Minitel. Pour la première fois en mars, c'était la préinscription. En juin, ils ont confirmé et aujourd'hui, ils viennent au rendez-vous qu'ils se sont eux-mêmes choisis. La tempête des inscriptions ne secoue pas la fac. 3 fiches d'état civil, c'est obligatoire aussi parce qu'on a supprimé les files d'attente qui existaient où les élèves venaient après les résultats du baccalauréat pour retirer un dossier et un nombre relativement important se présentait dès la veille et passait la nuit sur le campus. Et à ce moment-là, il y avait une distribution de dossiers, autant de dossiers que de places dans chaque discipline. Et ça ne laissait pratiquement aucune chance aux élèves qui étaient soumis au rattrapage. Le rattrapage, les bacheliers les moins chanceux le passent ces jours-ci, mais ils sont déjà inscrits sur Ravel, enfin, si tout va bien. En juillet, on retourne sur Ravel, on fait 36-15 Ravel Info et on regarde où est-ce qu'on est. Et il se trouve que moi, j'étais dans un IUT que je ne voulais pas. Sur Ravel, on choisit 3 universités et 3 filières. Le système d'aiguillage est gigantesque, il concerne 400 000 nouveaux étudiants un peu perdus. C'est très mal fait, on est très mal informé, on ne comprend pas toujours ce qui nous explique. C'est très mal expliqué. Cette année, il y aura sans doute encore 10 à 20% d'erreurs d'aiguillage. Mais la loi fait obligation à l'université d'accueillir tous les nouveaux bacheliers. Et à Nanterre, comme ailleurs, il faudra bien trouver de la place. La politique est parmi les préoccupations du Premier ministre Alain Juppé, le rassemblement de la majorité. Après François Léotard la semaine dernière, Alain Juppé a déjeuné avec Nicolas Sarkozy, un autre proche de l'ancien Premier ministre, Édouard Balladur. 1h30 d'entretien et un commentaire laconique du maire de Neuilly-sur-Seine à la sortie. Ça s'est très bien passé. Autre préoccupation du gouvernement et du Premier ministre, le terrain social et celui de l'emploi. Alain Juppé a voulu répondre à ceux qui l'accusent de ne pas faire assez fort et assez vite pour lutter contre le chômage. Il s'est rendu aujourd'hui en banlieue parisienne à Garges-les-Gonesse. Jérôme Catala et Philippe Luzzi. Une cité de la banlieue parisienne en difficulté. Une commune gagnée par le RPR sur le PC le mois dernier. Garges-les-Gonesse était le lieu rêvé d'une petite visite pour un Premier ministre en but aux critiques. Une visite officielle donc, une occasion aussi d'écouter les témoignages de ceux qui s'en sont sortis, comme cet habitant de Garges, devenu le champion du monde de boxe thaïlandaise. On a besoin de vous et je pense
on va donner notre énergie et on va essayer de se donner la main, que ce soit gauche ou droite, on s'en fout. Mais faire quelque chose pour les jeunes. Appel direct de la population et message d'Alain Juppé qui appelle à la mobilisation de tous, surtout des entreprises. Le Premier ministre a voulu également affirmer qu'il n'était pas éloigné des préoccupations de chacun. Il n'y a pas de quartier oublié. Et nous avons donc tenu, c'est un de mes premiers déplacements, vous voyez, à venir ici. On dit que c'est un quartier difficile. Je crois qu'il est effectivement difficile. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il est difficile qu'on n'y vient pas. Au contraire, le devoir des membres du gouvernement, c'est d'être sur le terrain. Un Premier ministre sur le terrain, donc, pour affirmer que le gouvernement agit, pour rappeler aussi l'espoir qu'il place dans le contrat Initiative Emploi. Précisément donc parmi les principales dispositions du plan Juppé, le fameux contrat Initiative Emploi, sa mise en place commence. Le gouvernement espère générer 350 000 embauches. Apparemment, les chefs d'entreprise n'ont pas attendu la date officielle du 1er juillet pour s'intéresser au CIE. Reportage dans une ANPE parisienne, Jean-Yves Perrin et Jean Cornu. Le projet passe mercredi prochain au Conseil des ministres, mais l'ANPE a déjà préparé les formulaires et reçoit les premiers employeurs intéressés. En fait, pour vous, ça représente pour une économie de 3 500 francs par mois. Économie alléchante, mais en contrepartie, cet employeur doit embaucher un chômeur longue durée. Il cherche un cadre pour le mois de septembre et a déjà vu 5 candidats qui répondent aux conditions du CIE. Je crois qu'il ne faut pas le cacher. Certains chômeurs de longue durée, si vous voulez, ont un ressort qui est cassé. Et là, ces personnes-là, je suis navré de le dire, mais je ne peux pas faire le sacrifice de les embaucher. Devant les panneaux d'offres d'emploi, les chômeurs concernés sont tout aussi perplexes. Croyez-vous qu'un employeur qui ait besoin de quelqu'un, qui n'ait pas besoin de quelqu'un, va le prendre forcément à cause de ça? Non. Et s'il en a besoin, qu'est-ce qu'il va prendre? Plutôt une personne compétente qui lui plaît. Est-ce que ça, ce serait une aide? Peut-être dans la mesure où il hésite, ce sera peut-être un petit plus. Mais voilà, quoi. Je pense pas que ce soit un élément déterminant. Je voudrais bien. Aujourd'hui, plus d'un chômeur sur 3 est un chômeur longue durée. Cela représente plus d'1 million de personnes. Et beaucoup d'entre eux se sentent de plus en plus exclus. Des nouvelles de l'état de santé de François Léotard, le président du Parti républicain, opéré, vous le savez, samedi d'un triple pontage coronarien. Le premier bulletin médical parle d'un état entièrement satisfaisant. François Léotard devra observer une convalescence d'1 mois. À Paris, c'était aujourd'hui le 3e tour des municipales. Les socialistes ont officiellement mis fin à la suprématie absolue de la droite dans la capitale. Le PS prend la clé de 6 mairies d'arrondissement. On a beaucoup parlé transparence ce matin, mais avec la volonté affichée de calmer le jeu et de travailler pour tous les Parisiens. Dans le 18e arrondissement, reportage Marie-Pierre Farkas et Pierre Moscovici. Chaleur d'un jour d'orage ce matin dans la salle des mariages de la mairie du 18e arrondissement. Beaucoup de monde, mais une consigne, céder la mairie aux élus de gauche dans le calme et la dignité. L'assistance applaudit l'élection de Daniel Vaillant, mais dans le concert des félicitations, une voix de protestation s'élève, celle d'une adjointe insultée par des militants le soir du 18 juin. Les mots de fumier, ordures, pourris. Et autrement beaucoup plus grossiers encore, qui ont été vociférés, joints à des gestes obscènes, ne me semblent pas dignes d'une démocratie comme la nôtre. Roger Chinot, plus philosophe, félicite sincèrement son successeur. Daniel Vaillant, enfant du 18e, habitant de la Goutte d'Or, investit avec émotion son nouveau bureau, celui d'Alain Juppé mais aussi de Clémenceau, aujourd'hui un peu vide. Des trombones. Vous pensez vraiment que vous pouvez arriver à une cohabitation sans heurts? Oui, je crois, parce que l'intelligence va l'emporter. Les 6 maires de gauche vont avoir 800 000 administrés, ou citoyens, comme je disais tout de suite. On n'exclut pas 800 000 personnes sur 2 millions à Paris. Premier signe de bonne entente dans la nouvelle union municipale, anciens et nouveaux adjoints ont célébré pour moitié les 4 mariages de la journée. Le maire socialiste de Béthune, Jacques Mélic, invité une nouvelle fois à s'expliquer dans le cadre de l'affaire OM Valenciennes. Une information judiciaire a été ouverte pour témoignages mensongers et complicité. Le juge d'instruction cherche à savoir dans quelles circonstances Jacques Mélic a offert un faux témoignage à Bernard Tapie. Le maire de Béthune, vous le savez, a déjà été condamné une première fois pour subornation de témoins dans cette affaire, mais il a fait appel.
Deux informations encore au chapitre économique. Un entretien du gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, au journal Le Monde. La baisse des taux d'intérêt devrait se poursuivre, annonce Jean-Claude Trichet, sans toutefois fixer de calendrier. Un mouvement qui doit être serein, précise-t-il, et pas au rythme des impatiences. Et puis le dernier mois des baladurettes, la prime accordée dans l'automobile a fait exploser le marché français au mois de juin, plus 46% de hausse par rapport au mois de juin 1994. Charles Million, le ministre de la Défense, souhaite une intervention de la communauté internationale si les belligérants ne reviennent pas à plus de raison en Bosnie. Les combats des derniers jours ont été meurtriers. Ce matin, des convois de l'ONU ont été à nouveau pris pour cible. Et pour la première fois dans l'enclave de Bihac, 2 habitants sont morts de faim. Les pires heures de la guerre pour la population de Sarajevo également. Reportage Gilles Rabine et Roger Motte. Voilà, petit problème de liaison avec Sarajevo. Nous allons donc passer à l'actualité en Grande-Bretagne avec le coup de poker politique pour John Major. Le Premier ministre britannique abat ses dernières cartes. Les députés conservateurs diront demain si oui ou non il reste leur président ou s'ils lui préfèrent John Redwood qui se présente lui comme le sauveur du Parti conservateur britannique. À Londres, Bernard Lebrun. Un Parlement ingouvernable, un Parlement où la règle politique de base s'appelle trahison, y compris et surtout sur les bancs conservateurs. Alors, la meilleure défense étant l'attaque, de crainte de subir le sort shakespearien de Margaret Thatcher, John Major a pris les devants. Je ne peux vraiment plus tolérer la présente situation. En résumé, on me soutient, on la ferme. Le système politique britannique est simple et désigner Premier ministre le leader du parti au pouvoir. En démissionnant, John Major joue un coup de poker, se faire réélire demain, ici dans cette salle, pour obtenir le silence dans ses propres rangs, avec pour tout programme le très classique « c'est moi » ou la chienlit. Seulement voilà, il y a un autre candidat, le fringant John Redwood, eurosceptique convaincu contre la monnaie unique, contre l'avortement et pour la peine de mort. Il était l'un des ministres de John Major hier, aujourd'hui il est son challenger au sein de son propre parti. Comment ça marche l'élection? Les 329 députés conservateurs siégeront à huis clos à Westminster de 10 à 17 heures. De Major ou Redwood sortira vainqueur celui qui aura la majorité absolue, plus 15% des voix d'avance sur son adversaire. En cas de ballottage, un second tour est prévu le 11 juillet. Qui va gagner? Le meilleur des sondages en Grande-Bretagne demeure la cote des bookmakers. Et il est clair que John Major est en tête à 4 contre 5, son adversaire n'étant qu'à 10 contre 1. D'ici ce soir minuit, il y aura 2 millions de francs de paris d'engagés sur cette élection. Et puis après plusieurs mois de calme relatif en Irlande du Nord, une explosion de colère a salué la remise en liberté d'un soldat britannique à Belfast. Il avait été condamné à la prison à vie pour le meurtre d'une adolescente il y a 5 ans. Une jeune fille qu'il avait tuée en tirant de nuit au cours d'une patrouille sur la voiture volée dans laquelle elle se trouvait. Des dizaines de jeunes, vous le voyez, ont mis le feu à des véhicules dans des quartiers catholiques de Belfast. Voilà, retour maintenant à la situation en Bosnie. Je vous le disais ce matin, des convois de l'ONU ont à nouveau été pris pour cible et pour la première fois, 2 habitants de la poche de Bihac sont morts de faim aujourd'hui. Les pires heures de la guerre pour la population de Sarajevo. Un reportage de nos envoyés spéciaux Gilles Rabine et Roger Motte. Le marché Marcalé, 68 morts l'an dernier, l'ultimatum de l'ONU avait alors donné un fol espoir à Sarajevo. L'espoir s'est envolé. Sarajevo n'est plus qu'une ville morte, une ville assiégée, bombardée, asphyxiée. Dans les rues vides, la mort peut venir de tout petits incidents, de tout petits riens, comme un pneu crevé. Les obus tombent à l'aveugle, n'importe où, à n'importe quel moment. Et quand c'est la résidence du général en chef des casques bleus qui est touchée, cela n'appelle plus que de l'indifférence pour les gens de Sarajevo. Eux comptent leurs morts, 5 à 6 par jour en moyenne. C'est le tribut quotidien payé par la ville assiégée, les Roses Rouges de Sarajevo. Et puis, jour et nuit, à la sortie d'un tunnel, ou au détour d'un virage ou d'un carrefour, ou même dans l'enfilade d'une avenue, la peur des tireurs embusqués, la peur des assassins, des mercenaires serbes de la terreur brute. Il faut les affronter chaque jour, pour l'eau ou pour le pain, et trouver encore, après,
l'énergie de montrer aux enfants ce que devrait être la vie. Enfin, dernier mot de l'actualité internationale, la visite à Paris aujourd'hui du roi Hussein de Jordanie. Le roi Hussein reçu à déjeuner par le président de la République, Jacques Chirac, auprès duquel il a plaidé la fin de l'embargo international instauré contre l'Irak. Retour en France maintenant et place aux vacances. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les responsables du tourisme en Aquitaine sont désagréablement surpris. Le vacancier annoncé n'est pas encore là. François Privat, Bernard Bonnard. Un vent de force 4 et une plage déserte, ou presque. Une fois qu'il n'y a pas grand monde. Ah là, on est tout seul. Habituellement, Là. il y a trop de monde, alors là, ça va. Là, nous sommes vraiment tout seuls. Des températures bien en dessous des normales saisonnières, à peine 18 degrés, quelques averses, coupe-vents et anoraks sont sortis des armoires, de quoi surprendre des vacanciers fraîchement arrivés sur la côte aquitaine. On est parti avec vraiment la grosse chaleur, et puis là, on est arrivé, ben voilà. Ouais. C'est très tonique, hein. C'est ça qui est intéressant. Déçu? Non, pas du tout. En attendant, restaurants et hôtels sont loin de faire le plein. L'arrivée massive de touristes annoncée pour le week-end dernier n'a donc pas eu lieu. Le plus gros des vacanciers arrivera que le week-end prochain, à mon avis. Vous êtes déçu? Pas déçu, parce qu'il ne faut jamais être déçu, mais je m'attendais à mieux. Nous avons rempli l'hôtel à 40% seulement. Il y a beaucoup d'étrangers, mais on n'a pas encore senti le rush de touristes français ou même de touristes de tous les touristes. C'est encore calme. Le retour d'un temps ensoleillé et chaud est prévu pour mercredi sur le littoral aquitain. Alors, un peu de patience. Vous allez rester là? Non, je vais rentrer chez moi. Voilà, du monde, il y en avait ce week-end à Paris, en tout cas pour les 2 concerts des Rolling Stones. 164 000 personnes en 2 jours. Ils seront beaucoup moins nombreux ce soir à l'Olympia pour entendre Mick Jagger et les autres. Un concert beaucoup plus intime, 1500 privilégiés dont vous êtes, Éric Perrin. Oui, vous le voyez, les derniers des 1500 privilégiés qui vont pouvoir assister à ce concert sont en train de rentrer. Alors je vous propose tout de suite de prendre un petit peu le pouls de l'ambiance avec Véronique Barandeau de ce concert mythique avant même d'avoir eu lieu, car l'Olympia, c'est une salle que les Stones connaissent déjà. Je vous propose de voir le sujet. On va y aller tout de suite. On va y aller. On y va. Parmi les premiers là. Moi je suis arrivé à 8h moins le quart ce matin. À 7h. 8h30. On a fait une nuit déjà devant le fusil Megastore, c'était super. Il y avait une ambiance bonne enfant avec des petits cafés, des croissants. On a sympathisé. Tous ces gens-là, c'est des gens qui ont fait la nuit. C'est tous des nuits Stone. Ça c'est génial quoi. Vu tous les gens qu'on a vu repartir avec la haine hier, on a vraiment l'impression d'être privilégiés quoi. Pas de néon comme à l'habitude, l'affiche est sobre, mais de poids. 1500 personnes, toutes munies de leur billet, du bracelet qui prouve qu'elles ne l'ont pas acheté au marché noir. Le règlement est strict, bracelet déchiré, entrée refusée. J'ai le bracelet déchiré parce qu'on essaie de me le taxer. Non. J'ai le billet qui correspond et ça ne veulent rien savoir. Ça se verra pas avec la glue. Et pendant ce temps-là, à l'entrée des artistes, Mick Jagger arrive à l'Olympia, un chemin qu'il connaît déjà. 1967, aéroport d'Orly, les Stones débarquent en France pour leur 3e concert à l'Olympia. Derrière Mick Jagger, Keith Richards en doudoune à poil et lunettes psychédéliques. Sous son chapeau, le mythique Brian Jones. À l'époque, leurs bagages sont soigneusement fouillés par les douanes à la recherche de quelques substances hallucinogènes. Mais 30 ans plus tard, c'est surtout de cette salle, l'Olympia, dont ils se souviennent. Je me souviens bien de cette salle, l'Olympia. Il y a des endroits comme ça où vous sentez qu'il y a eu une aura particulière. À l'époque où on est venu jouer pour la première fois, les têtes d'affiche étaient Aznavour, Maurice Chevalier, Edith Piaf. Vous voyez Jean. Toutes les grandes stars se produisaient là. C'est un endroit unique. 1970, Palais des Sports. Mick Taylor a remplacé Brian Jones, retrouvé mort dans sa piscine. C'est l'époque de tous les excès, celle aussi où le groupe sonne à merveille, où se forme ce qu'on appellera le son Stone. Durant toutes ces années, chacun de leurs concerts provoque des émeutes. L'image sulfureuse et révolutionnaire des Stones s'amplifie. 25 ans ont passé, le concert de ce soir sera probablement moins tumultueux. Il ressemblera certainement à celui qu'ils ont donné dans un club à Amsterdam il y a un mois. Et pour les inconditionnels, c'est dans ces petites salles qu'ils sonnent comme dans le passé.
Alors on a un petit problème de retour son, donc j'espère que vous nous entendez bien. J'ai à côté de moi Jean-Michel Boris, qui est le directeur de l'Olympia. Jean-Michel, 1967, c'était le 3e concert des Stones à l'Olympia, vous vous en souvenez? Ah oui, c'était toujours aussi chaud. Chacun des concerts des Rolling Stones avait une atmosphère sulfureuse et c'était à chaque fois l'explosion dans la salle. Mais il faut bien dire que j'ai l'impression que 30 ans plus tard, on est toujours au même point, hein. C'est-à-dire que c'est toujours la même explosion. D'ailleurs, vous entendez autour de vous. Mais ceci dit, ça se passe plutôt gentiment, la rentrée dans la salle. J'avais peur qu'il y ait un peu plus de bousculade. 67 quand même pour l'anecdote, oui. Comment ça s'est terminé dans la rue? C'est là où le problème est arrivé, c'est-à-dire que quand ils sont sortis, j'étais tellement excité, ils ont cassé quelques vitrines, enfin une babiole, mais enfin ils ont marqué leur passage, quoi. On a fini par dire même que mai 68 avait commencé un petit peu à ce moment-là. Exactement, c'était vraiment une avant-garde de mai 68. En 2 mots, qu'est-ce que ça vous fait, vous, directeur de l'Olympia, de les avoir à nouveau ce soir, peut-être pour leur dernière tournée? Écoutez, d'abord, je suis très très fier et très heureux qu'ils aient choisi l'Olympia. Et ça prouve une fois de plus que cette salle, comme vient de dire Keith Richards, hein, est vraiment une salle exceptionnelle, avec une mémoire, avec un charisme. Et je pense que tous les artistes du monde entier s'y trouvent bien. J'espère que cet Olympia préfigurera le prochain et que le prochain sera de la même qualité que celui-ci. On prend rendez-vous juste pour l'anecdote, pour Merci, prouver Eric. qu'ils ont quand même un petit sens de l'humour. La première partie s'appelle La Place, pour tous ceux qui n'en ont pas, ça les fera peut-être rire. Merci beaucoup et bon concert à vous. Restons sur ces parfums de nostalgie, puisqu'à partir de ce soir, notre chaîne vous propose donc de voir ou de revoir Les gens de Mogador. C'était il y a 22 ans. La télévision n'avait pas encore envahi toutes les maisons et tous les appartements. Nous allons évoquer ces souvenirs avec Marie-France Pizier et Brigitte Fossé. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur le plateau. Avant de discuter avec vous, nous allons voir un extrait de la bande-annonce donc des gens de Mogador. 6 épisodes à partir de ce soir, la grande saga adaptée du roman d'Elisabeth Barbier. Quand je me sentais à bout de courage, je pensais à vous. Et moi j'attendais, un jour après l'autre, malgré votre silence et les tentatives de mon père pour m'établir. Je voulais pas que tu partes, Frédéric. Tu m'as fait ça? Je t'aime. Tu comprends pas? C'est de l'amour. Tais-toi. Ça ne pèse pas lourd dans tes mains, la vie de l'homme que tu aimes. C'est ma faute si je t'ai trop aimé. Tu ne l'aimes pas beaucoup, n'est-ce pas? J'avoue que ces airs ténébreux m'agacent. Tu es jaloux de lui. Mon affection pour lui était insupportable. Comme celle d'ailleurs que je pourrais porter envers qui que ce soit. Ni Louis Besson, ni mon oncle, ni mes amis, ni Frédéric, personne n'a le droit de m'approcher. En échange de quoi? De quelle vie? Marie-France Pizier, Brigitte Fossé, Marie-Josée Nat. Marie-France Pizier, vous avez, j'imagine, gardé beaucoup de souvenirs de ce tournage, mais est-ce que vous pensiez à l'époque, c'était en 1973, que ce feuilleton allait devenir un feuilleton culte de la télévision française? En tout cas, le tournage lui-même avait été vraiment très très agréable, très ensoleillé. Les garçons étaient magnifiques. En plus, là, on voit nous, mais les garçons étaient absolument superbes. Et je ne savais pas, non, on ne pouvait pas se rendre compte à l'époque que ça allait avoir ce succès-là. Moi, je suis très très touchée parce que c'est vrai que ça fait au fur et à mesure des années, il y a énormément de gens qui m'ont redemandé pourquoi ça passait pas. Et on a vraiment l'impression qu'il y avait une attente là-dessus. Et c'est très agréable de se dire que des gens vont pouvoir le revoir et d'autres le découvrir, quoi. Brigitte Fossé, quels sont les souvenirs que vous gardez de ce tournage? C'était en Provence, il y avait des cigales, on les entend d'ailleurs dans la... Mais avant tout, d'abord ma rencontre avec Marie-France, parce que depuis on ne s'est pas quitté, ou très peu, enfin au fur et à mesure de nos vies un peu agitées, de voyageuses et tout ça, mais on a gardé un contact permanent. Et puis aussi beaucoup cette rencontre avec Robert Mazoyer, qui était le premier metteur en scène doux, attentif, tendre, calme. Nous, on avait plutôt affaire à des metteurs en scène de cinéma, très agités et tout ça. Et tout à coup, on découvrait qu'un metteur en scène pouvait... Enfin, moi, j'étais un vrai volcan à l'époque, donc il me calmait, il m'apaisait. Ça a été merveilleux de travailler avec lui. Je crois qu'il a eu beaucoup d'amour pour ces 3 comédiennes. Robert Mazoyer qui a retravaillé la version originale, il dit lui-même qu'il lui a donné un petit coup de jeune. Est-ce que vous avez vu la nouvelle version?
On a revu de très larges extraits, effectivement, et je pense qu'il a coupé des choses, mais il n'a pas coupé sur les comédiens, ce qui est très bien. Il a coupé un peu, je crois, sur le temps qui passe, sur l'espace géographique et l'espace temporel, comme ça, mais que il a un petit peu resserré, il a changé la musique, hein, je crois aussi, un peu la musique et le générique. Et voilà, mais enfin, je pense que l'âme de Mogador reste. Oui, et puis cette histoire des gens de Mogador reste finalement très très actuelle, cette immense histoire d'amour. C'est-à-dire que ce sont 3 femmes qui aiment différemment, mais qui aiment à la folie. Et puis, il y a aussi toute cette chronique familiale, qui est une chronique typiquement provençale, et puis c'est cette terre provençale qui est très belle, et que je rencontrais pour la première fois, et que j'ai adoré, vraiment. Donc, Marie-France Pizier, vous êtes Ludivine. Oui. Brigitte Fossé et Dominique, Marie-Josée Natte, Julia. Il y a une rivalité entre les 3 ? Oh, pas vraiment, non, non. Non, c'est des moments du temps différents. Moi, j'épouse le fils de Marie-Josée, je suis moi-même la mère de Brigitte, et donc il n'y a pas vraiment de rivalité. Entre la mère et la fille. On s'est bien amusé d'ailleurs, parce que vraiment, le jour où Marie-France était toute maquillée, et que moi j'étais maquillée plus petite pour être soi-disant sa fille, et puis pendant des années, elle m'a appelée ma petite fille à cause de ça, et personne ne comprenait pourquoi. C'est une gageure formidable pour des comédiens de jouer de 15 ans à 60 ans. Enfin, comme on a eu l'occasion de le faire alors qu'on était toute petite à ce moment-là, c'était vraiment formidable. Ouais. Je vous remercie infiniment. Les gens de Mogador rythmeront tout l'été des Français, puisque donc les épisodes seront diffusés tout l'été jusqu'à la fin du mois d'août pendant 6 semaines. J'en profite pour vous signaler qu'à l'occasion de cette rediffusion du feuilleton, ressort aux éditions Omnibus Les gens de Mogador en 2 tomes, le grand feuilleton de l'été, et également en collection poche, le roman d'Elisabeth Barbier avec les 6 volumes, Julia Vernet, Ludivine et Dominique. Merci beaucoup d'être venu avec nous sur ce plateau. Les gens de Mogador, ce sera donc à 20h50. Une dernière information, elle est sportive. Nous apprenons à l'instant que Marie-Josée Pérec vient d'améliorer son propre record de France du 400 mètres haies en 54 secondes et 48 centièmes, un record qu'elle avait battu le 24 juin dernier. Voilà, après Les gens de Mogador, 22h40, Les amants du siècle, documentaire présenté par Frédéric Mitterrand. Le dernier journal vous sera présenté vers minuit 5 par Florence Daucher. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, merci.